J'avais prévu une belle intro, toute réfléchie. J'ai passé toute la nuit de ma semaine à préparer l'intro de Marc Trévidic. Et puis finalement, je ne vais pas la faire. Parce qu'en fait, je pense que vous allez le découvrir et qu'il se vendra bien mieux que moi avec mes nuits d'insomnie. Le juge antiterroriste, vous le connaissez tous. Moi, je le connaissais peu. Moi, j'ai surtout découvert l'écrivain, et je dis bien écrivain et pas auteur, avec ce livre-là, Qui a peur du petit méchant juge. Au début, j'avais peur que ce soit un peu un essai sur le juge d'instruction. Et j'ai eu la belle surprise de découvrir un livre qui dévoile un vrai style et des vraies capacités et possibilités d'écriture sur tout un tas de livres. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire découvrir aujourd'hui Marc Trévidic. Donc bonjour, enfin. Bonjour, merci. Je suis très content de... Merci d'être là. Et puisque je parlais du livre d'abord, j'avais envie de vous demander pourquoi vous avez écrit celui-ci, alors qu'on vous connaît surtout sur le terrain du terrorisme, au cœur du terrorisme, et que si vous aviez écrit un livre sur le terrorisme, il serait sans doute très bien vendu. C'est un peu le drame. Après 2 livres sur le terrorisme, mon éditeur voulait un 3e livre sur le terrorisme. Et donc moi, je voulais surtout écrire quelque chose qui me fasse plaisir, sur un sujet qui me tient à cœur, malgré tout, la justice, les rapports avec le pouvoir. Quelque chose qui... Oui, est-ce que ça va mieux là? Oui. Enfin, vraiment, voilà. Donc, je disais que j'aime beaucoup écrire et je me suis dit que si j'écrivais encore un 3e livre sur le terrorisme, d'abord, il faut pouvoir le faire, c'est-à-dire que quand vous avez passé l'année à travailler sur le terrorisme, c'est pas toujours évident de trouver l'énergie, la motivation, l'envie pour écrire un livre sur votre travail. Vous avez envie de s'aérer un tout petit peu et écrire autre chose. Et ce sujet me tenait vraiment à cœur, parce que c'est vrai que je suis très attaché au travail de juge d'instruction et à tous les problèmes de démocratie, de lien entre la justice et le pouvoir, tous les problèmes que ça pose dans une démocratie. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire admettre à mon éditeur d'écrire autre chose que sur le terrorisme. Et puis vous savez, le problème des étiquettes, voilà, pour être juge d'instruction antiterroriste, j'en suis pas moins juge d'instruction. Est-ce que c'était parce que moi je découvrais, je ne savais pas qu'un juge pouvait parler aussi facilement des arcanes du pouvoir, des jeux de corruption, d'argent qui ont lieu à très haut niveau politique. Est-ce que ça va, ça se passe bien? Personne ne vous tape sur les doigts? Il se trouve qu'en fait, c'est une indépendance que vous allez acquérir avec le temps. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés. Dans mon premier livre, la première fois que je suis passé dans les médias, à l'époque, j'étais président de l'association française de juge d'instruction, et c'était l'époque où on voulait supprimer le juge d'instruction d'ailleurs. C'est là où j'ai commencé à aller dans les médias pour essayer d'expliquer que c'était pas forcément une bonne idée. Et je maintiens d'ailleurs que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et donc, je suis devenu un peu médiatique par la force des choses. Après, il y a eu des affaires que je traitais, tout simplement. Et vous avez vu à quel point le terrorisme devient une affaire à la mode, d'année après année. Au début, on vous reproche ça, c'est-à-dire que votre hiérarchie a une vision très traditionnel du juge. Le juge est dans sa tour d'ivoire. Vous savez, nous aussi, en fait. Oui, le problème, c'est que j'ai commencé l'antiterrorisme en 2000. En 2000, c'était encore une époque où le terrorisme, c'était des groupes de professionnels, comme des agents secrets. Ils passaient tous par des réseaux d'Al-Qaïda pour rejoindre la zone pakistanoise afghane. Ils passaient par Londres de distance. C'était très, très cloisonné. Le problème, c'est que du coup, on ne parlait pas de terrorisme, on n'expliquait pas comment ça se passait. Tout ça était mystérieux, secret, des agents secrets, des services de renseignement, etc. Aujourd'hui, tout le monde comprend bien que le terrorisme, c'est l'affaire de tous, parce que ça a complètement explosé. On a affaire à des jeunes qui vont sur Facebook. Ça a surtout beaucoup changé ces dernières années. Exactement. Donc, il n'y a plus rien. C'est un problème de société, c'est pas simplement un problème de criminalité. C'est un vrai problème de société, avec tous les parents qui voient leur enfant partir en Syrie, notamment. Il y avait une actu il n'y a pas plus qu'une semaine, je crois, d'une mère qui porte plainte contre l'État parce que son fils de 16 ans est parti en Syrie. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut penser qu'à un moment donné, on est un peu trop large sur la facilité avec laquelle les jeunes peuvent se déplacer en Europe et en Turquie. On est en train de revenir en arrière là-dessus. Mais c'est un vrai problème de société, et comme tous les problèmes de société, ça a besoin d'être expliqué.
on rend la justice au nom du peuple français, y compris la justice antiterroriste. Donc il n'y a aucune raison de la laisser cacher, que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est devenu impossible de toute façon. Tous les journalistes traitent que de ça. Toutes les semaines, il y a des articles, il y a des livres qui sortent, etc. Donc voilà, c'est vraiment un sujet d'abord passionnant, qui nous pose beaucoup de questions, dans une société comme la nôtre. Et ceux qui sont au cœur de ce problème-là, c'est pas mal qu'ils puissent s'exprimer. Donc ce problème-là, vous le trouvez écrit à la manière de nouvelles très faciles à lire dans les 7 piliers de la déraison. Nous y reviendrons tout à l'heure, je suis sûre, avec vos questions. Et avant de revenir au petit méchant juge, je voulais vous demander aussi, parce que je suis sûre que finalement tout le monde se pose cette question, quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire? Et là c'est concret, c'est pas est-ce que vous avez le temps. Comment se passe une journée? Racontez-nous une journée standard chez vous, dans votre vie. Pas beaucoup de rapport avec quand j'écris justement, puisque l'écriture c'est les vacances, parfois le soir, parfois le week-end, mais c'est surtout les vacances. Quand je commence un livre, ça a été vrai pour les 3, exactement comme je fais. Pendant les vacances d'été, généralement, je commence par prendre 8 jours tout seul, sans ma femme et les enfants, et je vais dans un endroit agréable. C'est pratique d'être écrivain. Alors évidemment, ma femme me foudroie de regard. Elle a géré les mômes toute l'année, et en plus je commence les vacances par lui, laisser les mômes. Bon, et après pour me faire acheter, généralement, je loue une maison dans un endroit également très agréable, où là, je vais passer la journée avec eux, puis je vais écrire très tôt le matin ou le soir. Et ça, c'est la première phase. Hein. Il va complètement chapeauter le livre, tout va être bien dégrossi. Ce qui fait que pendant le reste de l'année, en fait, ça va être vraiment par petits coups, par petites touches. J'ai cette faculté d'écrire assez vite, c'est vrai. Et grosso modo, l'écriture d'un livre, c'est un an et demi. Avec effectivement le besoin pour moi d'écrire une grosse partie tout de suite sans m'arrêter, j'allais dire, pendant 15 heures par jour sur l'espace d'une semaine, 15 jours. Voilà, c'est ma technique à moi. Est-ce que vous savez, je vais prendre cet exemple concret du dernier, est-ce qu'au moment où vous commencez le livre, bon, vous avez une idée du sujet que vous allez traiter, est-ce que vous l'écrivez comme ça, à une écriture presque automatique, ou vous construisez le livre d'abord? Complètement construit. Avant que je me mette à cette phase l'été d'écriture, j'ai déjà pensé le livre, le plan est prêt. Quand je dis écrire, c'est vraiment passer du temps à écrire les parties, et après je peaufine pendant l'année. Mais j'ai pensé complètement tout le plan. Alors c'est mon côté juriste, très carré, tout est prévu, c'est pas du tout, voilà. Donc j'admire ceux qui sont capables de. Mais ce ne sont pas non plus des romans. Donc un romancier, je pense, va laisser beaucoup plus son imagination, les personnages l'emporter sur lui, en fait. Hein. C'est les personnages qui vont faire l'histoire au bout d'un moment. Et je suis sûr que la fin n'est jamais ce qu'il avait prévu au début. Là, c'est typique romancier. Moi, j'écris souvent des nouvelles, des parties très romancées, mais ça reste des essais dans ma tête. C'est-à-dire, je veux arriver à un résultat, à démontrer quelque chose, à montrer quelque chose. Donc, un essai demande, à mon avis, une construction beaucoup plus rigide qu'un roman. Ça vous arrive jamais, du coup, d'avoir un personnage qui sort de votre cadre prévu ou qui arrive en plein milieu de roman? Jamais? Un nouveau personnage qui vous passe? Si, dans le dernier, il y a une personne un peu mystérieuse, une femme qui est prisonnière dans un château. Je n'y avais pas pensé tout de suite. C'est imposé d'elle-même, donc ça a changé un tout petit peu le livre. Parce qu'en fait, ce qui est le beau tour de passe-passe de Monsieur le juge Trévidic dans ce livre-là, qui a peur du méchant petit juge, c'est qu'il aurait pu être un essai, ce livre-là. Un essai très intéressant d'ailleurs, sur l'histoire du juge d'instruction depuis 1690. Avant, on peut dire, au XVe siècle. Voilà. Et on connaît tous, on croit savoir à quoi sert un juge d'instruction, ne serait-ce que depuis 2009, depuis que M. Trévidic s'est opposé à Nicolas Sarkozy avec succès contre la suppression du juge. Et donc la bonne idée déjà d'un essai aurait été de savoir à quoi il sert, d'où il vient, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Et Marc Trévidic a eu la bonne idée de ne pas en faire un essai. Et c'est pour ça que moi je l'ai lu, parce que un essai sur un juge d'instruction, ni moi ni vous, nous ne l'ayons pas lu. Et la bonne idée, géniale pour moi, était de faire de ce livre un conte, une fable, genre éminemment littéraire. Et c'est pour ça que je sais que, même si l'histoire et le parcours du juge d'instruction ne sont pas votre tasse de thé forcément, vous trouverez dans ce livre beaucoup d'ironie, beaucoup de finesse, beaucoup d'informations, et puis, j'allais dire beaucoup de talent, mais je ne veux pas vous faire un compliment là tout de suite dès le début. Et beaucoup de malice en fait, parce que tout à l'heure, il nous parle d'un des personnages, et il s'amuse avec Marc Trévidic, et après j'ai fini de parler du livre, je vous laisse la parole. Moi je l'ai vu comme ça, j'ai trouvé qu'il s'amuse finalement avec nous les lecteurs, parce qu'il part du juge d'instruction, il nous explique des trucs, tout ça, et puis d'un coup, il va nous faire un chapitre de roman qui n'a plus rien à voir, ni même avec la fable, ni même avec le juge, et après il va nous sortir une fille de nulle part, ou de sa tête, ou de ses rêves. Non, disons que dans un livre, on peut essayer d'étonner un peu le lecteur, mais tout à sa place. Bon, on peut le découvrir vers la fin du livre, c'est un peu l'idée générale. Mais c'est pour nous amuser, c'est en pensant à nous. Vous pensez à nous quand vous l'écrivez, ou vous amusez vous-même? Oh, bah, de changer de ces ruptures de rythme, de style. Je m'amuse moi-même. J'aime beaucoup quand je parle d'un sujet, je dirais de façon essai, que mettre des nouvelles. Déjà dans le deuxième, j'ai fait ça, des parties théoriques illustrées par des nouvelles. Car il y a des choses qui passent beaucoup mieux quand c'est romancé, quand c'est sous l'angle d'une nouvelle, notamment des sentiments. Pour ça que dans le deuxième livre, je voulais à tout prix faire parler à la première personne une mère dont le fils est parti faire le djihad. Parce que essayer d'expliquer ce que c'est comme drame pour des parents uniquement sous la forme essai. Vous prenez votre plume, vous commencez à écrire, oh là là, il est parti, il n'a rien vu venir, etc. Bon, ok, mais si vous la faites parler à la première personne et raconte sa vie, comment il a évolué, il y a une puissance beaucoup plus importante. Et là, vous faites ressentir les choses, donc les comprendre intimement mieux que par un essai traditionnel. Donc en fait, j'essaie de manier différentes formes littéraires pour arriver à un résultat quand même. C'est pas simplement pour divertir. Et vous les maîtrisez, les formes littéraires. Est-ce que ça, c'est pas votre formation universitaire? Vous êtes un lecteur de quel type de... de quoi autre les codes, comment ça s'appelle? Les codes civils? Non, c'est pas ça. Chez vous, c'est des codes de quoi? Vous croyez que quelqu'un est capable de lire, que quelqu'un est capable de lire un tas de chevet, code pénal ou code de procédure pénale? Pour rester au courant, tout ça, ne pas oublier. D'abord, pour rester au courant, si on voulait vraiment rester au courant, il faudrait passer son temps sur les J-France, les journaux officiels, parce qu'on nous pond tellement de textes. Personne n'est capable de les avaler, hein, pas plus moi que vous, que personne. Donc, c'est vrai qu'on vit un peu en dehors de ça, on attend les circulaires, on essaye de voir ce qui a été pondu ces derniers temps. Mais tout le monde a besoin de lire, et tout le monde a besoin de lire quelque chose qui le divertit. C'est bien de pouvoir en plus apprendre des choses, mais il faut arriver à se divertir. J'ai une éducation très classique. Ça veut dire que j'ai été nourri de la littérature 18e, 19e siècle, comme on faisait à l'école, au lycée, à une certaine époque. Voilà. Bon, et après, je lis des romanciers, voilà. Je lis beaucoup de choses, beaucoup de livres aussi, pour les besoins de mon travail. Alors, ça peut paraître surprenant, mais je reçois énormément de livres, de journalistes notamment, sur tout ce qui se passe, toutes les enquêtes qui ont pu être faites dans les milieux djihadistes, des journalistes qui vont sur place ou qui font des enquêtes sur Internet, etc. Ce qui permet de me tenir à jour sur pas mal de choses, parce que c'est une vision qui est très intéressante pour un magistrat. Mais avant tout, voilà, j'essaie de me divertir. Ce qui fait que sur ma table de chevet, j'ai toujours 4-5 livres, en fait. Je suis un lecteur qui ne... Ma femme ne supporte pas ça. Elle a un livre, elle commence et termine. Et ben moi j'en ai 4-5 où un soir je vais prendre plutôt celui-là, un autre soir plutôt celui-là, alors un soir un roman, l'autre fois un essai, donc c'est pas du tout, voilà, c'est selon l'humeur. Vous aussi, non? Les vrais lecteurs, c'est selon l'humeur, je crois.
Est-ce que, je voulais quand même vous demander, parce qu'on m'a dit, lors du club de lecture d'hier, on m'a dit que vous avez un téléphone, il y a juste vous, le président de la République, le ministre de la Défense, qui a un téléphone qui marche même lorsque la France s'écroule et que plus rien ne marche. Non, c'est le système Rambo, ça. Alors du coup, j'ai promis à vos lecteurs qu'ils sauront aussi à quoi ressemble une journée ordinaire. Ordinaire. Oui, chez vous. Ordinaire au travail, c'est vraiment ordinaire. Généralement, j'ai pas mal d'interrogatoires, parce que les gens qu'on arrête, il faut les interroger. Dans les dossiers assez complexes, donc il y a la préparation d'un interrogatoire, ça c'est assez long. C'est pas du tout comme on pourrait imaginer, on amène devant un juge quelqu'un et le juge lui pose des questions. Il y a un dossier qui est parfois volumineux, donc on prépare les questions à l'avance en fait. Parce qu'on cherche des éléments, on va poser des questions sur des choses précises, un coup de téléphone passé tel jour, un voyage, on l'a géolocalisé à tel endroit. Et donc il faut pouvoir citer ce qu'on appelle les codes du dossier, voilà, les endroits où ça se trouve dans le dossier, parce que c'est trop volumineux. Donc toutes les questions sont prévues. On essaie d'imaginer les réponses qu'il va donner pour imaginer la question d'après. Donc c'est une espèce de jeu intellectuel assez curieux, où on prévoit 10 pages de questions. En imaginant un peu à chaque fois la réponse, donc on rebondit déjà sur une réponse qu'on n'a pas encore, et après l'interrogatoire se passe. Généralement il se passe comme on l'avait prévu, parfois il ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu, les réponses sont surprenantes, dans ce cas-là on improvise, il y a un côté assez musique de ce point de vue-là, et voilà, bon, on va être vérifié, on interroge. Ça c'est le travail quotidien. Après il y a toutes les réunions de travail avec les enquêteurs, avec les experts, et tout ce qui est rédaction, les écrits, commission rogatoire internationale, commission rogatoire, commission rogatoire internationale, c'est le fait de demander à un pays étranger de faire certaines choses, mais il faut bien préciser tout ce qu'on veut. Commission rogatoire, c'est des policiers en France, des commissions d'expertise, des ordonnances qu'on rend, on rend des ordonnances tout le temps. On a des demandes d'avocats pour faire telle audition, telle chose, si on n'est pas d'accord, il faut répondre par ordonnance, c'est susceptible d'appel, des ordonnances de non-lieu, des ordonnances de rang. Il y a tout le truc juridique, donc il y a tout le boulot au quotidien. Et puis, on réfléchit aussi. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes, on dit qu'est-ce que je fais maintenant? On est directeur d'enquête, donc qu'est-ce que je fais? C'est souvent dans des réunions avec les services enquêteurs, et on y pense tout le temps. Et Dieu sait qu'il y a des dossiers qui sont très bloqués. Parfois, c'est aussi comment je vais débloquer un dossier. Si toutes les portes sont fermées, qu'est-ce que je fais? Comment je trouve les solutions? On a des réunions avec évidemment les victimes, les parties civiles, c'est souvent, donc j'essaie d'en faire régulièrement. Parfois je leur demande de m'aider, je le dis franchement, dans certains dossiers, j'essaie de trouver une stratégie pour débloquer grâce aux victimes. On est une société de communication où les hommes politiques sont sensibles aux victimes, surtout du terrorisme, c'est à la mode, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. Donc si un dossier bloque, je ne sais pas, par exemple, vous savez très bien que j'ai mis beaucoup de temps à aller à Tibérine pour l'affaire des moines de Tibérine, pour pouvoir faire l'autopsie des têtes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux victimes, aux familles des moines, de demander d'être reçus par Hollande, et puis je sais que dès que les politiques rentrent dedans et qu'ils reçoivent, après ils s'engagent, après ils sont un peu bloqués. Donc ils sont obligés de faire pression sur les Algériens. C'est tout ça, c'est des stratégies. J'ai pas honte de le dire d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est idiot d'avoir honte de le dire. Et comme je me sers aussi des médias quand j'en ai besoin, quand ça bloque, des choses qui bloquent, et ben, si je peux faire débloquer par un ou deux articles bien sentis en disant là on l'empêche de bosser, ou etc., je ne m'en prive pas. Et là aussi, j'ai pas honte de le dire, puisque c'est pour le bien du dossier, pour que ça avance. Comme on me demande, c'est la loi qui me fixe la mission qui est de trouver les auteurs d'un crime, j'utilise des moyens que je fais. Quand les portes sont fermées, j'utilise des moyens qui sont peut-être pas aussi orthodoxes qu'on pourrait imaginer. Et à force d'être trop médiatique, n'avez-vous pas peur de finir un jour, je sais pas, au Sable d'Olonne, au tribunal de grande instance? Oh bah attendez, ça m'a l'air super, le Sable d'Olonne. Oh, il faut pas dire ça à Didier Gallo, le nom de famille, il m'a l'air de bien se porter, etc. Non, franchement, attention, faut être clair. J'ai les collègues qui sont juges, quel que soit l'endroit, il faut imaginer le boulot au quotidien d'un juge pour enfants, d'un juge d'affaires familiales, d'un juge d'instance. Toute la justice au quotidien, elle est remarquable. C'est dur aussi. Je connais des collègues qui ont fait des déprimes à force de rendre des jugements de divorce, des trucs comme ça, de garde d'enfants.
Je ne suis pas le plus à plaindre parce que moi, c'est stressant, j'ai tout ce qu'on voudra, mais je fais plein de voyages, j'ai eu des dossiers passionnants. C'est vrai que je ne compte pas mes week-ends, mes heures, mais d'un autre côté, je n'ai pas de choses vraiment passionnantes. Donc, je suis, à part, j'allais dire, j'ai cette chance dans la magistrature de faire quelque chose assez hors norme. Et franchement, je suis assez admiratif pour les collègues qui rendent la justice au quotidien. C'est quand même très très difficile. Vous imaginez ce que c'est d'être substitut du procureur à Bobigny, à longueur d'année, de travailler au téléphone la nuit pour le petit jeune qui a fait un autoradio pour la 15e fois du mois. J'écrive un livre pour que j'ai l'idée de penser à ce que c'est sa vie. Est-ce que du coup, est-ce que c'est peut-être une question un peu blonde, mais est-ce que le fait de... Non, je vous dis ce qui je l'assume. Est-ce que finalement, vous me disiez tout à l'heure que vous écrivez pendant vos vacances, votre métier, même si vous voyagez, reste quand même sans doute un métier très stressant parce que vous voyez les victimes, parce que même dans les terroristes que vous avez à l'interrogatoire, il y a peut-être des histoires de vie qui vous touchent, qui vous bouffent. Comme nous tous, même si vous êtes sans doute très blandé depuis toutes ces 15 ans, 20 ans. Ça fait combien de temps? Moi, je suis magistrat, j'ai promotion 89, à l'ENM c'était 89, mon premier poste c'est début 91. Donc j'avais 25 ans et j'avais 49 ans. Donc ça commence à être effectivement, voilà, j'ai toujours fait du droit pénal, un juge d'instruction ou au parquet, ça a alterné. J'en ai vu, oui, effectivement. Et du coup, c'était ça ma question. Est-ce que, pensez-vous, ou peut-être que ce n'est pas évident, doublons la question, que le fait d'écrire vous aide à évacuer des tas de trucs qui restent coincés comme ça, quelque part dans votre cerveau, pas de manière intentionnelle, pensez. Le premier livre, en 2011, sur l'antiterroriste, sur le système antiterroriste, c'était effectivement parce que j'en avais vraiment besoin. Ça m'a fait un bien fou de l'écrire, j'y ai pris goût et après j'ai continué à écrire. Mais là c'était vraiment une sorte de thérapie, oui, on peut dire ça comme ça. Expliquer quelque chose qui était complètement, parfois absurde. Hein. Dans la lutte antiterroriste, il y a de l'absurdité. Il y a de l'absurdité. Cette absurdité, elle est inhérente à la politique, hein, grosso modo. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voir un homme politique serrer la main d'un très grand terroriste, et après nous parler de la lutte antiterroriste, de la nécessité de lutter contre le terrorisme. Ça c'est la politique, et tous les hommes politiques l'ont fait, personne en particulier, mais c'est pour ça que dans le deuxième d'ailleurs, j'ai fait une petite nouvelle, une scène qui parle de la réalité, où on voit à l'époque Ronald Reagan accueillir à la Maison Blanche des chefs talibans à l'époque, qui n'appelaient pas comme ça, mais peu importe, des Moudjahidines. C'était extraordinaire. Cette réunion a dû avoir lieu en 84, 85, je ne sais plus exactement. À l'époque, il a fait un discours enflammé. Nos Moudjahidines, c'était les combattants de la liberté, ils appelaient comme ça. Tout simplement parce qu'ils combattaient contre l'Union soviétique, avec l'argent des Américains et des Saoudiens. Donc, si vous voulez, et les mêmes, à partir de 89, deviennent des terroristes. Hein, tout simplement parce que, ben voilà. Donc il y a toute cette dimension qui est assez déprimante, et l'impression aussi que on lutte contre le terrorisme, on ne lutte jamais contre l'islamisme et la radicalisation. Si on était logique, on ne pourrait pas admettre une seule seconde d'être des alliés aussi proches des Saoudiens, par exemple, qui ont diffusé le wahhabisme, une version très fondamentaliste de l'islam, sur la planète entière, commencé par le Pakistan, et qui sont quand même à la source de l'islamisation de ces pays-là, leur radicalisation. Donc on est incohérent. Il faut l'admettre, il faut l'expliquer, et du coup ça, quand on est juge, on prend un peu de recul aussi. Hein. Un côté Don Quichotte au moins autant que Zorro finalement, dans le métier de juge. Non mais là, c'est que du Don Quichotte, carrément, c'est des moulins à long perpétuel. Voilà, non mais ça on est d'accord. Zorro, franchement... Non mais vu à la télé comme ça, vous faites très Zorro quand même, sur les voies de Tibérie. Quand vous êtes revenu, tout ça. Bon, je reviens. Allez, revenons. Revenons à celui-ci, après je vous donne aussi la parole, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de le résumer? Non, ça sert à rien, il faut le lire vraiment. Et même, je vais vous dire pourquoi. J'ai longtemps réfléchi hier soir, puis avant-hier soir, puis ce matin, et puis ce midi.
à quel extrait du livre nous allions vous lire. Et j'en avais tellement, et tellement différents, que finalement je ne ferais pas de lecture. Parce qu'aucun de ceux que je choisissais ne disait assez de la complexité du livre, et parce que c'est pour cela aussi qu'il faut le lire en entier, et sans trop le résumer non plus, parce que c'est un livre où on ne s'ennuie pas, tout simplement. On apprend des choses si on a envie d'apprendre des choses, mais on le lit comme un vrai roman. Et on s'amuse aussi beaucoup, beaucoup, et très souvent, parce que Marthe Rébilic a beaucoup d'humour. Dans la vraie vie, je ne sais pas, mais dans le livre, beaucoup. Alors on va essayer quand même d'expliquer comment il est construit. Parce que c'est une fable, mais un peu qui est le patron, qui sont les trois petits cochons. Allez, à vous. Il est vrai que l'idée de la fable m'est venue, ça n'arrive pas souvent à mon avis quand on veut écrire un livre, mais le titre s'est imposé tout de suite. Et le titre m'a donné la couleur du livre, comment j'allais le construire. Je pensais au grand méchant loup. Et pourquoi j'ai pensé au grand méchant loup? Parce que je me suis dit, tiens, mais la justice, le problème de la justice, c'est est-ce qu'elle est égale pour tous? Bien d'accord. Est-ce qu'elle est rendue pareille pour les puissants ou les faibles? Ça, c'est pas... depuis La Fontaine, on pourrait citer plein de fables de La Fontaine notamment, mais on pourrait remonter bien avant. Et c'est logique qu'un juge se pose cette question-là dans une démocratie. Et l'image m'est venue des maisons de paille, des petits cochons, effectivement, le juge très fort comme un grand méchant loup qui souffle sur les maisons de paille et elle s'effondre tout de suite. Parce que... Oui, excusez-moi. Ça va mieux là? Il va changer. Allô, et là ça va mieux, ouais. Ok, voilà, c'est le micro. Donc, j'ai eu cette vision du juge d'instruction comme le grand méchant loup qui souffle sur les maisons de paille. Et effectivement, il est vraiment très puissant, il est très fort, c'est la justice implacable qui souffle sur les maisons de paille. Parfois se trompe, voilà, tant pis, la maison de paille elle est sur le sol. Donc c'est un peu l'idée du juge d'instruction qui fait des erreurs, c'est un peu l'idée du Doutreau, du petit Grégory, enfin tout cet aspect-là très important. Et je me suis dit, oui, mais alors, quid du château de briques? D'où l'idée, justement, de dire, qu'est-ce qui se passe quand le juge d'instruction souffle sur le château de briques? Est-ce que c'est comme le grand méchant loup? Est-ce qu'il n'y arrive pas? Et donc, de faire ce parallèle entre grand méchant loup et non pas grand petit juge ou grand méchant juge, on nous appelle le petit juge. Donc, c'était logique de faire petit méchant juge. Le glisser méchant dans petit juge. Voilà, donc l'idée générale du livre, c'est ça. C'est le juge d'instruction est très puissant, évidemment, face aux faibles, et quand même très faible face aux puissants. J'ai essayé de voir toute l'histoire un peu du, ce qu'on appelle le juge enquêteur. Il faut savoir que en France, et c'est notre tradition de droit romain, mais en fait ça remonte bien avant, ça remonte pas au droit romain plus exactement, on a donné les enquêtes à un juge, ce qui ne s'est pas passé dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'au moment où la royauté veut s'affirmer contre les seigneurs, le roi prend beaucoup d'ordonnances en matière de justice, et qui sont très compliquées d'ailleurs, et nomme des lieutenants criminels qui sont attachés à des tribunaux royaux, sénéchaussées, baillis, etc., qui sont autant là pour imposer la justice du roi face au seigneur que pour assurer la sécurité globalement, parce que sur les grandes routes, il y a beaucoup d'agressions, et le roi est un bon roi s'il assure la sécurité de son peuple. Ça a toujours été une constante. Ça n'a pas changé finalement. Un bon président aussi, s'il assure la sécurité de son peuple. C'est quelque chose qui est constant et qui est une revendication générale à la sécurité. Et donc, comme c'était très compliqué qu'à l'époque, 15e siècle, 16e siècle, il n'y avait pas de police judiciaire, il n'y avait pas de parquet, il fallait savoir lire et écrire pour rendre la justice du roi. Les lieutenants criminels ont été ces juges qui allaient sur le terrain, qui faisaient les enquêtes, qui rendaient les décisions sur place, quasiment, enfin, qui ramenaient les gens au tribunal. Et donc, normalement, logiquement, c'est un juge qui a fait les enquêtes. Simplement parce qu'il les faisait intégralement, c'est-à-dire il faisait tout lui-même, policier et juge. À une époque où il n'y avait pas de police, en fait. Il y avait des gendarmes qui l'aidaient, mais qui n'étaient pas assez instruits pour faire une enquête au sens juridique et technique. Donc ça s'est fait un peu normalement. Il y a eu le moment de la Révolution française où on a mis des jurés populaires
Et le juge d'instruction s'est retrouvé un peu en position de hybride. Il était directeur du jury d'accusation. Jury d'accusation qui existe toujours aux États-Unis, vous en entendez souvent parler. Ces derniers temps, avec les policiers qui en tiraient, etc., vous avez compris que aux États-Unis, ce sont des jurys populaires qui décident d'accuser ou pas, c'est pas un juge d'instruction. À l'époque, sous la Révolution, de 89 à 93, c'est un directeur du jury qui présentait les éléments devant un jury d'accusation, et le jury disait OK ou pas pour la poursuite. Il y avait toujours, ça restait hybride, puisque c'était quand même un juge qui présentait ça au jury d'accusation. Il y avait un peu une position de procureur. Et puis, il y a eu la terreur, on a enlevé les jurys d'accusation parce que le peuple ne rendait pas bien la justice. Finalement, il freinait un peu les cas de fer pour les prêtres réfractaires, pour ce genre de phénomène trop politique. Il y avait beaucoup de relax, d'acquittement ou pas de poursuite du tout. Et avec Napoléon, on est revenu au juge d'instruction, très fort, etc. Il y a eu un parquet qui a été constitué, la France telle qu'on la connaît. Il y a des pages dans Balzac très intéressantes qui décrit dans ces différents splendeurs et misères des courtisanes notamment, qui décrit le travail du juge d'instruction, à la fois comme l'homme le plus puissant de France, puisque l'expression vient de là, de Balzac, mais aussi comme quelqu'un de parfaitement servile. J'ai cité quelques passages dans mon livre. Il était là pour servir le pouvoir, le juge d'instruction, comme les autres juges. Avec la particularité qu'il a toujours eue, c'est qu'il est celui qui risque de déplaire le plus facilement. Parce que comme il cherche la vérité, si jamais il trouve une vérité qui ne plaît pas, il va déplaire. Donc il a cette problématique, c'est que son boulot lui demande de chercher les auteurs d'un crime, mais il ne faut pas qu'il trouve n'importe qui. Donc il a toujours eu cette position ambivalente, et dans une perspective de soumission au pouvoir, évidemment, ça donne des cas de conscience et tous ces problèmes-là. Et c'est au début des années 90 qu'on a vu enfin émerger des juges d'instruction qui essayaient de rendre la justice même vis-à-vis des puissants. Donc c'est les premières affaires politico-financières. À l'époque, c'était l'affaire Urbain, je me souviens, Thierry Jean-Pierre, etc. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant dans l'histoire, c'est que ça a touché à l'époque le Parti Socialiste, après ça a touché la droite, puis après c'est une espèce de... ça permet d'en trouver de tous les bords, donc c'est assez agréable. Ce que vous venez de dire, c'est qu'avant 90, aucun juge ne pouvait on va utiliser pouvait s'attaquer à des dossiers chauds du monde politique, financier. Il faut imaginer ce qu'était la France. Il y a eu des affaires médiatiques où un juge s'est attaqué simplement à un notable. On se souvient du notaire Briand-Artois. Le juge de Briand-Artois avait mis en examen un notaire, et là, la France s'est enflammée. Grosso modo, c'était pas tellement la question est-ce qu'il est innocent ou coupable, le notaire, c'est plus est-ce qu'un juge peut se permettre de mettre dans l'examen un notaire. Maintenant, ça fait rigoler tout le monde. Puisque, on met en examen quand c'est le président de la République. Vous voyez, le truc a quand même évolué pas mal. Mais c'était ça choquait tout le monde, c'était pas possible. Il faut imaginer que le juge enquêteur a été au service du pouvoir depuis la royauté jusqu'à l'époque moderne, et que finalement le petit méchant juge, c'est une espèce de mutation génétique, tout d'un coup, voilà. Et ça a été long. À partir de 59, les juges du siège sont inamovibles, indépendants, le juge d'instruction est un juge du siège, inamovible, indépendant, il a une marge de manœuvre importante, mais il va se rendre compte qu'il est indépendant, il va falloir beaucoup d'années. Il y a eu le même processus en Italie d'ailleurs. Les pays avec l'opération main propre, il met beaucoup d'années, on met parfois beaucoup d'années entre une loi qui vous assure une indépendance et le fait qu'on réalise qu'on est indépendant. Si demain on donne une indépendance au parquet, au procureur, on coupe le cordon entre le pouvoir exécutif et le procureur, je suis sûr qu'il faudra bien 20 ans avant que les procureurs s'en rendent compte. Voilà, c'est parce que c'est génétique, la façon de fonctionner, d'attendre des récompenses, d'attendre des médailles, d'attendre un avancement, etc. Bon. Et ça, c'est intéressant à voir cette évolution qui permet de comprendre la situation d'aujourd'hui, très conflictuelle, parce que finalement, les juges d'instruction et les juges ont évolué, mais beaucoup de politiques sont désarçonnés par rapport à cette évolution. Attendez, c'est quoi ces électrons libres tout d'un coup c'est pas possible, comment c'est possible qu'ils viennent... Il y a eu un tel sentiment d'impunité totale pendant des années qu'ils sont surpris, plus qu'autre chose, de voir que de temps en temps, on
peu leur chercher des coups dans la tête. Voilà. Il nous a très rapidement et brillamment exposé toute cette avancée j'ai un petit peu de problème avec le micro, l'avancée ça y est, je m'y reprends, le parcours du juge d'instruction, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le livre, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. J'explique. Alors après, la technique littéraire, c'est laquelle? Je voulais faire un livre qui soit actuel, sur les problèmes actuels, ce qui se passe actuellement, et qui parle aussi de cet aspect historique. Et là, j'ai réfléchi longtemps, et ça, j'ai mis du temps à savoir comment j'allais le faire. Dès que j'ai trouvé la clé, ça a été facile, je pense, de passer à la phase rédaction. Je me suis dit, c'est très simple. Moi, en 2009, on voulait nous supprimer, et puis je me souviens très bien, ceux qui étaient pour notre suppression disaient qu'on était schizophrènes, à la fois Maigret, Salomon, enquêteur et juge. Eh bien, je vais aller voir un psychiatre. Donc, l'idée générale, c'est un juge, aujourd'hui, le petit méchant juge, qui incarne tous les juges. Il va voir un psychiatre en disant bah, écoutez, j'aimerais voir si je suis vraiment schizophrène, etc. Ce qui lui permet de parler de ses problèmes présents, mais aussi de se raconter. Vous savez, chez un psychiatre, on s'allonge et puis on parle de sa petite enfance. Le psychiatre va lui dire vous savez, la schizophrénie, ça arrive à l'adolescence, généralement, parlez-moi de l'adolescence, sauf que l'adolescence, je pense, c'est les étapes dans l'histoire. L'adolescence du juge, c'est quoi? C'est la révolution? C'est ça, exactement. Exactement. C'est ça, c'est le moment clé pour l'histoire de France et l'histoire de la justice française. Mais donc, ça c'était une technique littéraire pour parler des choses présentes tout en parlant du passé. Effectivement, c'est assez intéressant. Mais je voulais pas être manichéen, c'est pour ça que j'ai mis un personnage dans le château de Briques. Château de Briques, il y a tous les puissants qui sont là, ils se réunissent, ils se disent comment on va supprimer Jospin, par quoi on le remplace, comment ça va nous embêter. C'est pas qu'il soit vraiment dangereux, mais ça les empêche de dormir. Parce que le gars qui souffle toute la nuit là, sur le château, ça fait tomber une petite brique, un truc, bon, ça les réveille, quoi. C'est pas qu'ils ont peur que le château s'écroule, hein, faut pas rêver. Vous aurez tous compris que le château ressemble beaucoup au château qui se trouve en bas de la plus belle avenue du monde. Oui, c'est dès la deuxième page, voilà. Alors, donc là-dedans, il y a plein des anciens présidents, des nouveaux et tout le monde. Bon. Il y a même l'ancien président qui voulait le redevenir. On le retrouve deux, trois fois. Il y a le vrai président aussi, hein, pas de raison, sauf quand il est en Afrique, parce qu'il voyage quand même. Mais bon, il y a aussi tout le monde financier économique, là où est le vrai pouvoir. Parce que parallèlement dans le château, ce qui est en train de se passer, c'est que le pouvoir change de main. Les politiques croient encore qu'ils ont du pouvoir, mais ils n'ont plus du tout. Et je voulais décrire aussi ce problème de démocratie qui est que les vrais détenteurs du pouvoir, c'est pas ceux qu'on croit. En tout cas, c'est pas ceux qu'on élit, clairement. Donc on a aussi cet angle-là, et on voit bien que ceux qui décident, c'est certainement pas les politiques. Et ça, je voulais aussi, à cause de ça, faire un personnage un peu énigmatique, que j'ai appelé le patron, qui en fait le gardien des privilèges, de l'ordre établi. C'est quelqu'un qui a connu la Révolution française. C'est lui qui a fait reconstruire le château de Briques. C'était un château de pierre avant, il a fait un château de briques. Mais il ne veut pas faire les mêmes erreurs qui ont amené à 1789. Donc il passe son temps à essayer que les privilèges existent, mais qu'il n'y ait pas trop d'abus. C'est-à-dire que ça ne soit pas trop visible, les abus. L'équilibre, il est là. C'est-à-dire il y a toujours eu dans une société des privilégiés, des pas privilégiés, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Si vous pouviez ne pas prendre un salaire plus de 500 fois celui Voilà, il y a des limites quand même, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça l'idée générale. Et le patron est celui qui, depuis des générations et des générations, essaie de maintenir cet ordre entre les classes sociales, mais il y a une poussée importante de nouvelles générations qui disent pourquoi on prend l'argent là où il est, et puis le stock option, etc. Bon, voilà, et tout ça. Il y en a qui arrivent dans le château, dans la cour, ils arrivent en parachute doré, je ne sais pas si vous voyez, dans la cour. Donc je m'amusais aussi avec tout ça, toutes les images qu'on a. Et lui, il essaye, il fait placarder les avis sur les murs en disant il faut penser à payer vos impôts, parce qu'il y a eu 1789 parce qu'on ne payait pas d'impôts. Donc, ce genre d'image. Donc, on se nourrit de l'actualité, évidemment. Voilà. Mais l'idée générale, c'est de poser ces problèmes qu'on a tous aujourd'hui dans la société, qu'on se pose tous, l'écart entre privilégiés et pas privilégiés, qui détient vraiment le pouvoir. Vous savez tous les 5 ans maintenant, l'élection présidentielle, mais en fait on en parle bien avant, là on en parle déjà. Hein. Et l'idée quand même générale, c'est qu'on concentre toute cette énergie-là parce que on va lire un homme et de lui est censé découler tout le pouvoir. C'est ce qu'on essaie de nous vendre.
En fait, la réalité, c'est que le président de la République a un pouvoir très réduit dans le monde aujourd'hui. En France, il y a les instances européennes, il y a simplement l'économie mondiale, la finance. Mais tout le jeu est de faire croire qu'on élit quelqu'un qui a un pouvoir, des réponses à nos questions, qui va pouvoir faire quelque chose effectivement. Tout ça est un peu un leurre. Non, c'est un peu ça. Le pouvoir a changé de nom. Bon, voilà. Alors c'est un peu ambitieux. C'est pour ça que c'est difficilement racontable, mais je voulais traiter tous ces problèmes qui me tiennent à cœur, et de façon un peu intemporelle. C'est pour ça que la fable, c'est pas mal. Et évidemment, du coup, je ne cite pas les noms des gens. Il faut les découvrir. Donc, je crois qu'on y arrive. Voilà, j'ai aussi un personnage qui aide le juge d'instruction au château, parce qu'il y a le procès du juge d'instruction. À un moment donné, au château, ils vont voter pour la suppression ou pas. Et donc, il y a quelqu'un qui vient défendre le juge d'instruction, qui le défend. Il va beaucoup vous surprendre, parce que vous le connaissez, celui qui vient défendre. Et en plus... Ah non, c'est pas lui. Non, parce qu'en fait, le petit méchant juge, c'est sans doute un peu Marc Trévidic, mais c'est pas du tout Marc Trévidic. À la fois. Non, parce que c'est une incarnation de tous les juges d'instruction, les bons et les mauvais. Vous mettez Burgo, Renaud Van Ruymbeck, c'est un mélange. Il représente tous, c'est une incarnation. Donc ça lui permet de parler de ses erreurs passées dans le psychiatre. Il peut vous parler de l'affaire Outreau, parce qu'il les tous, ils sont tous. Donc c'est cette ambivalence de je peux être performant dans tel domaine, je peux aussi faire des erreurs qui gâchent la vie des gens. Donc il fallait à tout prix, je voulais surtout pas, justement pas Zorro. Le petit méchant juge, c'est aussi, malgré tout, quelqu'un qui souffle parfois à tort et à travers sur une maison de paille, et des petits cochons qui se retrouvent sur la paille de leur propre maison. Voilà, les maisons de paille, vous l'aurez compris, comme les trois petits cochons, c'est les peuples. Pardon, je retourne les trucs. Ouais. Vous avez les maisons de bois qui sont un peu, voilà, les milieux un peu financiers, mais encore moyens. Puis après, vous avez les trucs en briques, du plus solide. Mais puisque la seconde a été sabotée pour l'arrivée de Marc Trévidic, et parce qu'il est déjà assez tard, et parce que vous avez des questions, on va arrêter là. La fin est optimiste et très belle, et je m'en tiens que celui qui vient défendre le juge d'instruction n'est pas du tout Marc Trévidic, mais quelqu'un que vous connaissez tous. Est-ce que, je ne vais pas faire de lecture, je finirai sur quelques petites questions d'un questionnaire de Proust. Vous avez droit à des jokers, de passer s'il y a une question qui ne vous plaît pas. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais moi je m'en amusé. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit quart d'heure pour vos questions. Allez-y. Moi, je n'ai pas de questions. Je veux simplement vous remercier. Parce que vous êtes, à titre, je ne sais pas si je me fais l'écho de l'Assemblée, il y a plein de monde, le monde est vaste, mais je voulais vous remercier et vous êtes à notre service. Et je pense que vous n'êtes pas à ça. Voilà. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie aussi parce que voilà, votre livre sur le terrorisme, par exemple, il y a mon épouse, moi, j'étais content de lire ce livre, en partie, je ne l'ai pas fini. Pourquoi? Parce que ce que vous décrivez avec des informations que vous avez été chercher, ainsi de suite, moi je ne les avais pas ces informations-là, mais je voyais bien le cheminement. Et j'ai trouvé ça, j'étais content que quelqu'un le mette en écrit. Et en plus avec des informations que moi je n'ai pas, avec des moyens que moi je n'avais pas, et c'est très intéressant. Après, pour venir un petit peu sur le terrorisme, il y a une chose qui m'intéresse énormément, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas que le terrorisme, effectivement, comme vous l'écrivez, on l'a créé de toutes pièces avec tous les pays soi-disant industrialisés. Imaginons juste une petite fiction. L'Afghanistan, c'était le premier truc. Je ne vais pas en parler du gazoduc qui fait passer l'économique et tout ça. Première des choses, on voulait mettre une veste russe parce que les Américains, ils ont pris des vestes un peu partout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on avait eu des Massoud, qui était plus un libéral, je pense, c'est la fiction, je pense que la donne aurait été un petit peu changée. On a été aidés, les pires, des pires. Et en plus, simplement, on va se retirer en laissant une lumière, excusez-moi le terme, mais complète. On refait la même erreur en Irak. On y va, on dépense des milliards et des milliards de dollars, ça va donner cette moitié-là aux gens, en les aidant effectivement à être démocratiques, à voter, ainsi de suite. On n'aurait pas la situation qu'on a. C'est-à-dire qu'on intervient à des endroits pour nous faire croire en gros qu'on va faire la démocratie, la liberté et machin, et derrière, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Qu'est-ce qu'ils ont? Oula, quel... Il travaille avec beaucoup de pays, il vous répondra pendant la dédicace tout à l'heure. Bien entendu, c'est que
Alors on dit souvent on a créé l'islamisme, etc. En fait, il y a toujours eu une doctrine radicale fondamentaliste, qui est née notamment en Égypte, avec les frères musulmans, etc., mais qui était en latence sans plus. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a l'Afghanistan, c'est jamais que la guerre froide, hein, c'est un conflit de plus par pays interposé, comme les Américains et les Soviétiques l'ont fait pendant toute la guerre froide, avec un espèce de monstre qui leur a échappé. Bon, c'est vrai que Massoud, la Ligue du Nord, c'était quand même dans le projet des Américains et des Européens de l'aider. Il a été assassiné le 9 septembre 2001, 2 jours avant le 11 septembre. Tout ça a été bien programmé et très bien orchestré de leur part. Du coup, ça a complètement liquidé la Ligue du Nord face aux talibans dans la foulée de ça. Le problème, c'est que on a des intérêts contradictoires. Et comme je disais qu'on ne lutte pas contre l'islamisme, le fondamentalisme, c'est notre principale contradiction. On a affaire à une idéologie. Si d'un côté on aide à répandre l'idéologie que l'on veut combattre de l'autre côté, il y a un illogisme. Et on ne peut pas dire d'un côté, oh regardez, en Syrie, État islamique, les femmes, ils forcent les femmes à se voiler, à Raqqa, etc. Et dire, oh, bah, c'est très bien quand c'est au Qatar, en Arabie Saoudite. Bon, les principes, ils ne sont pas dissociables comme ça à l'infini, sous prétexte que, etc. Il y a des principes, il y a des situations, des religions, quand elles sont poussées à l'extrême, qui créent des dégâts, surtout que ce sont ces pays qui ont financé les madrasas, les écoles, les Obadis, la propagation de cette vision fondamentaliste de l'islam, notamment au Pakistan, avec les écoles saoudiennes. Donc on est responsable en grande partie de l'amplification du phénomène. Et depuis maintenant l'Afghanistan, il n'y a jamais eu un moment où il n'y avait pas un djihad quelque part. Après l'Afghanistan, ça a été la Bosnie, quand même. Certes, contre les Serbes, on y allait, mais on a laissé plein d'Européens aller en Bosnie, dans des bataillons comme le bataillon des Moudjahidines de Zenica, où il y avait des terroristes professionnels. Nous, dedans, on a eu des gens comme Kaz, Dumont, groupe de Roubaix, qui sont revenus, ils ont fait des attentats, etc. Après, on a eu la Tchétchénie, on a eu évidemment l'Irak, on a eu des choses en Somalie, au Yémen, moi je dis toujours, attention de ne pas créer plus de terroristes qu'on en tue, ou qu'on en arrête sur une autre version. Or, c'est vrai qu'on a tendance à considérer aujourd'hui qu'on n'a jamais été efficace, puisque j'ai commencé en 2000, il y avait déjà des jeunes qui partaient faire le djihad, il y en avait une cinquantaine qui partaient pour chaque djihad. Aujourd'hui, c'est 1000, 1500. Donc c'est exponentiel, ce qui veut dire que tout ce qu'on a mis en place, certes, ça permet d'éviter un attentat de temps en temps, mais ça n'a pas résolu le problème, puisqu'il y a une explosion du nombre de jeunes qui veulent aller prendre des armes, de façon violente, et imposer leur religion de façon violente. Donc on fait manifestement fausse route pour symboliser, et l'absurdité du système a été poussée au maximum avec la politique des drones américains. On sait que quand on tue 50 civils autour d'une cible, on crée une telle haine pour les gens dont les enfants sont morts, etc., qu'on a fabriqué des terroristes. C'est impossible d'imaginer autrement, et toute personne lucide le comprend bien. La haine qui est créée aussi par un système extra-légal, de torture, à Guantanamo, à Brocaïm, etc., a non seulement créé directement des ressentiments vers ceux qui subissent ça, ou les familles, mais l'image de marque, ça a consolidé dans l'esprit de jeunes radicaux qui ont une certaine parano, estiment qu'on en veut à l'islam. Ça a consolidé cette vision. Regardez, on en veut à l'islam, regardez comment il se comporte avec nous, regardez, il torture nos frères musulmans, il faut aller faire le djihad. Donc tout ce qui va dans leur sens est très mauvais. Et on fait que ça, clairement. Voilà, ça, je peux dire qu'une seule chose, c'est que sur toutes ces dernières années, toutes les politiques qui ont été suivies ont été désastreuses. Maintenant, peut-être qu'on réfléchit un peu, je ne sais pas. Excusez-moi. Oui, il y a peut-être aussi un problème démographique, parce que il y a quand même dans ces populations,
ils ont un nombre d'enfants très très important, alors que nous, on a quand même moins d'enfants et moins de... Donc en fait, par le moyen des naissances et de ces populations, à un moment donné, on sera en dehors du coup, puisqu'on sera envahi. Oui, mais le fait que par exemple, une population dans un pays musulman est en pleine croissance, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement adopter une vision radicale de l'islam. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, comme il y a de la haine qui se crée et du racisme qui est évident, et le racisme n'est pas forcément là où on pense qu'il est, donc je pense quand même qu'il y a un danger qui est proche de nous. En fait. Moi, je ne mettrais pas ça en termes de racisme, je mettrais ça en termes d'anti-occidentalisme. C'est-à-dire que vous avez des populations dans le monde paupérisées. C'est sûr que le niveau de vie de jeunes au Pakistan, en Jordanie, etc. Et que, comme s'affronte un monde de possession, il y a de tout qui fait envie, malgré tout, hein, et ce monde-là, le discours islamiste qui est très basé sur l'anti-occidentalisme, c'est-à-dire jouer sur l'envie aussi latente, qui crée la haine, vous savez très bien. C'est aussi parce que des jeunes dans des pays, à un moment donné, en Algérie, en Tunisie, etc., voient l'Occident très proche, ne peuvent pas y accéder finalement à ce monde-là, qu'ils sont sensibles à un discours finalement anti-occidental, finalement. C'est anti ce que tu ne peux pas avoir. Donc du coup, ça, oui, tout à fait. Bon, mais là, il y a quand même, malgré tout, des régions dans le monde où la population musulmane est très très largement modérée, nazie, on peut commencer. Bien sûr qu'il y a des mouvements aux Philippines, à Boussaïef, il y a des groupes terroristes, mais ça reste relativement contenu. Quand on voit le nombre de musulmans en Indonésie, etc., il n'y a pas... Voilà, je pense qu'il faut vraiment imaginer que c'est finalement pas dans les régions du monde où il y a plus de musulmans que le problème d'intégrisme est le plus prégnant. C'est quand même dans les endroits où on a laissé pendant longtemps s'est installé un système de dictature soutenu par l'Occident, sans alternative, parce que les gens ne peuvent pas voter être démocrates du jour au lendemain. La démocratie ne se résume pas à l'élection, je dis ça très clairement. Si demain vous prenez un pays qui n'a aucune opposition, aucune tradition démocratique, aucun contre-pouvoir, aucune justice, aucune séparation des pouvoirs, vous dites aux gens votez, ils vont voter pour les islamistes. C'est pourquoi les seules oppositions à la dictature pendant des années, ça a été les frères musulmans, les seuls qui apportaient secours aux populations, les seuls qui sont connus, qu'on est représentants. Il n'y a pas de parti d'opposition démocratique dans ces pays. Aucun. Pas plus en Syrie qu'il y en avait en Irak, en Égypte, il y a la Tunisie qui s'en sort un petit peu bien. Donc, il n'y a que, grosso modo, dictature ou islamisme, et c'est le modèle qu'on leur a vendu pendant longtemps, et c'est pour ça qu'on soutenait les dictateurs, par peur de l'islamisme. Et c'était le problème de la Syrie, le même problème, qui nous immobilise aussi. Ah, si la charte tombe, il y a quoi à la place? Ah, si, voilà. Donc on est toujours pris dans ces populations, effectivement, qui ne vont pas apprendre la démocratie parce qu'on leur donne le droit de vote. L'élection, une démocratie, c'est un ensemble de pouvoirs, de contre-pouvoirs. La démocratie, la meilleure définition, c'est un endroit où on protège les minorités. Ça veut dire que c'est le contraire de la dictature de la majorité. Il faut bien voir qu'une démocratie adulte, c'est un endroit où il n'y a pas de dictature de la majorité. Alors pourtant, c'est la règle de la majorité, l'élection. Okay. Mais il y a tellement de contre-pouvoirs, de garanties, qu'on respecte tout le monde et on protège tout le monde. Pour répondre un petit peu à la dame, Je suis désolée, je suis une vraie maîtresse d'école, et comme le temps file, et qu'il y a plein de gens qui veulent se faire dédicacer les livres et parler directement à Marc Trévidy, je vais donner encore la parole à 2 personnes qui n'ont pas encore parlé, mais je voudrais lui poser la question à dédicace. Je suis désolée, je sais que c'est très désagréable, mais il faut qu'on avance un peu. C'était pour répondre à la dame, c'est pas Allez-y, jeune homme. Moi, je veux dire par là, c'est... Non, c'est pas vous le jeune homme. Je suis désolée. C'est tout au fond. Je voulais savoir si vous aviez pu vérifier un lien entre terrorisme et trafic de drogue. Le lien entre terrorisme et trafic de drogue. Bon. Alors, il est vrai qu'au Sahel, on sait très bien qu'Abou Zaïd et puis Lakimi a vécu de pas mal de trafic, plus de cigarettes d'ailleurs que de drogue, enfin des trafics en tout genre. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, en Afghanistan, on sait que c'est le plus grand champ de pavot du monde. Ceci dit,
sous les talibans, il y a eu plutôt moins de trafic de drogue que sans les talibans. Donc évidemment, si on prend un moment T, on dit les talibans ont pris de l'argent du trafic de drogue, oui, mais les chefs tribaux avant eux, etc., s'en mettaient encore plus plein les pognes avec le trafic de drogue. Donc on ne peut pas dire que ça soit... voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément voulu nous vendre des histoires de Al-Qaïda financées par la drogue. Ce qui s'est avéré relativement faux. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a eu le 11 septembre 2001, moi j'étais déjà à l'antiterrorisme, j'étais au parquet antiterroriste, mais bon, je traitais l'islam radical. J'ai été aux États-Unis, il y a eu pas mal de réunions, etc. Les États-Unis, c'est un pays qui fonctionne de façon très simple. Les différentes agences vont au Sénat pour se faire voter leur budget chaque année. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est une démocratie où tout passe par le Sénat. Hein. C'est pas du tout comme chez nous. Bon, les agences vont, ils présentent leur bout de gras, etc. La DEA aux États-Unis, qui fait trafic de drogue à l'échelle planétaire, et qui justement se dit comment on va faire, parce qu'avec ce qui s'est passé au World Trade Center, le 11 septembre, la CIA va prendre toutes les pépettes, on va voir que les restes, et bon, ils ont commencé à monter une espèce de tarte à la crème sur le financement d'Al-Qaïda par trafic de drogue, avec des PowerPoint exceptionnels, moi j'en ai montré un, etc., qui était destiné au Sénat américain, pour que le Sénat américain leur vote des crédits exceptionnels. Et comme ça, la DEA, comme la CIA, ont eu, et puis plus tard la NSA, ont eu des moyens exceptionnels, mais ils n'ont jamais rien démontré du tout simplement parce qu'Al-Qaïda, c'est pas la drogue qui finançait Al-Qaïda. Alors c'est facile de diaboliser en disant, on prend deux choses qui font peur, le terrorisme et la drogue, on les met ensemble, puis c'est bon. Voilà. Mais enfin non, franchement, nous, on sait comment sont financées les organisations terroristes aujourd'hui. On sait que dans le Sahel, à partir de fin 2003, c'était la prise d'otages, en grande partie, et quelques trafics divers. C'est comme ça. Il faut savoir que fin 2003, l'ACMI, c'était 300 bonhommes. Ils étaient complètement au bout du rouleau. Hein. Ils ont commencé à prendre des otages allemands, français. Ça, c'est fin 2003, début 2004. Un gars qui s'appelait Abderrazak El Para, un ancien para. Ils ont commencé à avoir de l'argent, ils ont acheté tout le monde, ils ont eu des armes, des recrues, et ils ont monté, ils ont continué les prises d'otages, et ils ont failli bouffer le Mali. Voilà. Il faut tenir compte de ça. Donc selon les régions, c'est pas pareil. L'État islamique, on sait très bien que c'est le pétrole qui le finance aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de prise d'otages. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les exécutent, leurs otages, plus facilement qu'ailleurs. Voilà, il faut voir que, bon, selon les situations, ça ne se fait pas de la même façon. Et aujourd'hui, nous, on peut regarder le terrorisme d'un œil un peu lointain, depuis les Sables d'Olonne, 15 000 habitants. Mais vous le dites dans un de vos livres, très justement d'ailleurs, que le terrorisme a beaucoup changé et que d'une certaine manière, nous sommes tous, avec l'individualisation de l'acte terroriste, nous devenons tous concernés. Ce qui a changé beaucoup, c'est le fait que des petits jeunes puissent en 3-4 mois vouloir rejoindre la Syrie et l'État islamique. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment très peu de personnes. C'était des gens qui mettaient 1 an et demi, 2 ans à se radicaliser. Aujourd'hui, très honnêtement, on a des jeunes qui en 3 mois basculent. Donc, voilà, alors il y a eu 10 ans d'Internet massif depuis l'Irak. Il faut savoir que ça a été très très organisé par Al-Qaïda. Le groupe Al-Zarqawi avait des brigades médiatiques. Les gens avec des caméras, ils filmaient pour mettre des vidéos sur Internet. Il y avait toute une propagande. On a laissé faire pendant 10 ans, là aussi. Hein. Pourquoi tout d'un coup on se réveille en disant « Ah tiens, il se trouverait peut-être que ça soit à cause d'Internet qu'il y ait de la propagande. » C'est très franchement... Voilà, on le sait, mais vous savez que c'est le mal des politiques, pas en France, en Europe, c'est vraiment prendre des décisions quand ils sont dos au mur. Sinon, ils retardent toujours les prises de décision. Voilà, bon, c'est un peu la théorie de... Il n'y a aucun problème qui ne va pas se résoudre si on ne fait rien. Quoi. C'est pas évident. Oui, et alors justement, est-ce qu'il y a une réflexion sur la prise en charge de ces jeunes qui sont partis et qui reviennent aujourd'hui? Si je ne me trompe pas, en France, peut-être que je me trompe, mais en France, on privilégie la prison. Voilà. Au Danemark, par exemple, il y a une prise en charge psychologique qui me paraît assez fondamentale, inévitable. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui,
Alors, il faut savoir qu'à présent, personne ne se posait la moindre question. On faisait fonctionner que, sur toutes les 20 dernières années, que le système répressif, c'est-à-dire les juges antiterroristes, on présente la personne, il y a une prison éventuellement parfois sous contrôle judiciaire, puis c'est tout. Là, vu le nombre, tout le monde est en train de se poser la question. C'est bien gentil, mais ok, on les met en prison, combien de temps, et puis ils ressortiront après, etc. Donc, comment on va traiter? On va les déradicaliser, pour prendre le terme à la mode, puisque en maison d'arrêt, quand on les met, ça s'aggrave, je veux dire. Donc, on est en train de réfléchir à plein de solutions. On est encore très ancré dans le système traditionnel répressif. On a du mal à imaginer des innovations. Et pour prendre l'exemple du Danemark, il faut quand même considérer deux choses. La première, c'est qu'ils ont eu 100 personnes qui sont parties, il y en a 50 qui sont revenues. Donc, votre expérience, c'est sur 50. Donc, c'est peut-être plus facile à gérer. Voilà, mais dans l'absolu, effectivement. La deuxième, c'est que même au Danemark, il y a des hommes politiques qui disent « vous êtes fous, vous allez voir, et puis s'il y en a qui met une bombe, etc. » Et le problème, c'est que toutes ces innovations-là, c'est comme marcher sur des œufs, c'est-à-dire qu'on va mettre en place quelque chose, mais il est vrai que si une seule des personnes qui est traitée au Danemark là, fait un attentat, tout leur projet explosera. Et c'est un peu le problème dans les innovations matière terroriste, c'est que dès que vous essayez quelque chose, si jamais ça tourne mal, bon, bah, c'est commission d'enquête, etc. Donc après, c'est vrai que d'extérieur, on a vu l'affaire Mera aussi. Est-ce que par moment, il faut prendre des risques en essayant de traiter en renseignement quelqu'un plutôt que de le mettre en prison, essayer de le retourner, essayer de s'en servir? Toutes ces choses-là sont aussi des choses utiles, mais nous, si vous voulez, le problème, c'est qu'on veut aussi, en la matière, une efficacité 100%. C'est-à-dire que les Français ne sont pas prêts à accepter le moindre attentat. Alors, c'est une forme de criminalité. Les Français sont capables d'accepter qu'il y ait des meurtres, des viols, des vols à main armée, en nombre raisonnable. Et ça ne va pas à l'esprit de personne dire qu'il faudrait qu'il y ait zéro crime de droit commun. Bon, eh ben, les Français ont été habitués à zéro crime terroriste. C'est-à-dire des tentatives, des groupes qui essayent, mais on les arrête toujours avant. Et dès que, du coup, ça marche, on se dit, mais comment c'est possible? Moi, j'ai passé un temps fou devant les commissions d'enquête diverses et variées. Parce que dès qu'il y a un truc comme Mera, vous y passez tous, 3, 4, comment, voilà. Et là, le truc, c'est que oui, c'est possible, parce que, à force d'avoir des gens qui veulent commettre des crimes, il y en a qui y arrivent quand même. Hein. Faut pas, mais on a mis la barre très haut en matière de terrorisme. C'est la prévention, il faut éviter à tout prix, etc. Et de l'autre côté, on nous dit, mais en plus, vous allez apporter atteinte aux droits de l'homme parce que vous les arrêtez sur une simple intention, etc. Non, mais attendez, voilà, on est pris dans une espèce d'étau de bon, il faut quand même bien prouver qu'ils voulaient faire un attentat, mais de l'autre, ils ne nous pardonnent pas s'ils font l'attentat. Donc je parle toujours moi de l'œuf à la coque. Hein. Nos dossiers, c'est ça. Hein. C'est cuisson 3 minutes, pas plus, pas moins. Hein. Parce que si c'est pas assez, il n'y aura pas assez de preuves, on est dehors. Et si c'est trop, ça fait boum. Voilà. Donc on est dans une position quand même très très délicate. Moi, je pense qu'il faut essayer des choses. Il faut essayer des choses à la danoise, sur des gens très profilés, commencer par 3-4 personnes, 5-6, voir ce que ça donne. Et après, je vais vous dire, c'est très simple. Hein. Si on veut faire un traitement efficace sur un jeune, je dirais, bon, 18-19 ans, on pense pouvoir déradicaliser. Il faut mettre une équipe pluridisciplinaire autour, c'est-à-dire qu'il faut une surveillance efficace, psychologue, des éducateurs, il faut le retirer de son milieu, parce que s'il est dans un milieu salafiste avec que des jeunes du quartier qui disent bravo Mera, vous pouvez y aller. Hein. Donc il faut éventuellement le mettre dans l'assise centrale, tout ça. Voilà, alors, si on a moyen, si demain il y a corps d'abondance, il y a un chèque qui est fait avec pour tenter ce genre de choses, pour l'instant il n'y a rien du tout. Bon, donc la question ne se pose même pas. Il y a même pas il y a de la réflexion, il n'y a pas du tout de création de ces postes, etc. Ce qui est en train de se produire, c'est essayer de traiter ceux qui ne sont pas encore partis, téléphone vert, des associations comme le centre de prévention là, de Bouzard, avec voire avec des psychologues, si la jeune de 7-17 ans qui veut se marier sur Facebook avec un djihadiste de l'État islamique, on peut en faire quelque chose. Quoi. Voilà. Moi, je suis assez d'accord pour aller dans l'idée qu'il faut éviter la radicalisation plutôt que de poser le problème de la déradicalisation.
Déjà, quand on commence à se dire comment on va les déradicaliser, ben bonjour. Hein. Moi, franchement, il faut éviter la radicalisation déjà. Qu'on arrête, que donc le prosélytisme effectivement sur Internet massif, les milieux complètement... parce que c'est inadmissible, si vous voulez, que des parents puissent montrer des vidéos djihadistes d'égorgement à des mômes de 8-10 ans. Dans certains milieux, c'est ce qui se passe. Donc ils sont élevés comme ça. Hein. Donc il y a quand même beaucoup à faire pour éviter déjà la radicalisation. Déradicalisation, c'est encore plus compliqué. Voilà. Mais je n'ai pas d'autre solution. Donc, je vais arrêter les questions. Tant pis pour aujourd'hui, je vous ai donné la parole tout à l'heure. Pour tout ce qui... Non, je sais que c'est très désagréable pour vous. C'est très frustrant pour moi aussi parce qu'on pourrait largement rester 2 heures de plus. Marc Trévédic, on le savait, est passionnant. Le sujet l'est aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai une petite surprise, j'espère, à la fin. Nous verrons. Alors, et puis, j'aimerais surtout, et ça, c'est pas pour faire l'intéressante et pour mettre de l'animation, j'espère vraiment que vous découvrirez ces livres. Pour ce qui est du terrorisme, le premier, Au cœur de l'antiterrorisme, notamment, que je n'ai pas lu, mais on m'a dit qu'il était très bien. Pour ce qui est du terrorisme aussi, mais vu de l'intérieur de famille et de comment on devient aujourd'hui djihadiste, mais écrit d'une manière très facile à lire, très instructif aussi, terroriste, les 7 piliers de la déraison, il existe aussi en poche. Et puis pour découvrir Marc Trévédic, celui-ci, le futur auteur dont vous entendrez parler. Tiens, d'ailleurs, je pense que dans le livre, vous vous appelez Marion, dans le dernier. Si vous avez prévu d'en acheter un, achetez celui-là. Et je vais peut-être lui poser 2-3 questions du questionnaire de Proust pour faire la transition. Ah oui, non, ce que je voulais vous dire aussi, puisque je parlais des livres, c'est qu'un livre, c'est bon à lire, mais c'est aussi une très bonne idée de cadeau de Noël. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un parfum et ça dure beaucoup plus longtemps. Donc c'est pour ça que je me dépêche, parce que j'aimerais que vous les achetiez, que vous le fassiez découvrir. Oui, je sais, je pourrais pas vous dire beaucoup de choses, mais ce que je viens de dire est vrai. Là, j'ai changé le parfum parce que ça aurait pu être bouquet de fleurs, mais c'est plus la saison des parfums. Je plaisante, voilà. C'est pour ça que je me dépêche en fait. C'est parce que j'aimerais que vous ayez le temps déjà de rencontrer Marc Trévédic, de lui parler 10 secondes et puis de repartir avec au moins un livre pour vous et un autre à offrir. J'ai une toute petite question parce que j'essaie de repérer depuis tout à l'heure et je ne vois pas. Quelqu'un m'avait parlé d'un truc accordé hier. Ah oui, donc c'est bon. Enfin, non, mais c'était pour savoir. Très bien, très bien. Alors, je vais essayer de piéger Marc Trévédic à la fin et je pense que ça va me réussir très moyen. Mais pour aller vers la fin, je vais lui poser 4 ou 5 questions parce que c'est très compliqué de faire découvrir quelqu'un en 1 heure de temps. Quelqu'un et le terrorisme et les bouquins et qui il est. Et moi, je suis très curieuse de voir un peu qui il est aussi humainement, Marc Trévédic. Et là, je me suis dit, tiens, pour la fin, ça prend 5 minutes. On pourrait essayer quelques questions du questionnaire de Proust. Bon, les questions sont maintenant un peu désuètes peut-être, mais les réponses sont, je trouve, souvent intéressantes pour des gens comme ça, très adéquats à des gens comme Marc Trévédic. Alors, j'en ai préparé quelques-unes. Vous avez droit de dire je passe. Il y en a une qui vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes. Sur le coup, en plus c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident de répondre comme ça en 10 secondes. Donc c'est pour ça que vous dites je pose quand la question ne vous inspire pas. Je ne les ai pas toutes prises, j'ai fait, allez, même pas 2 tiers, en sautant 1 sur 2. Votre vertu préférée? L'honnêteté. Facile. Et ah oui, au prochain bloc de lecture, je vous amènerai les réponses de Proust. Faites-moi penser. Votre principal trait de caractère? L'honnêteté, facile. Oui, j'étais sûre que vous alliez me dire ça. La qualité que vous préférez chez les hommes. Je vous laisse l'honnêteté si vous voulez. Mais pour celle d'après, vous changerez. La qualité que vous préférez chez les hommes? Ah là là, je fais dire la même chose. Bah dites, parce que sur la prochaine, vous pouvez plus dire. Sur la prochaine, vous ne pourrez plus dire l'honnêteté. Allez, l'honnêteté, la 4e. La qualité que vous préférez chez les femmes. C'est extraordinaire. L'inventivité. Oh c'est difficile. Vous êtes tellement de qualité, les femmes. Bien entendu. Allez, bravo. Votre principal défaut?
Puisque non, elle n'a pas trouvé ce soir. Je suis quand même têtu. Enfin, c'est une qualité, d'un certain point de vue, mais parfois c'est quand même c'est un peu lourd. Marthe-Evelyque est mi-breton, mi-basse. Tout, on comprend. Votre principale qualité, vous êtes bien placé pour en parler ou pas? Eh bien, comme beaucoup d'êtres humains schizophrènes, c'est la même, quoi. La ténacité, donc c'est l'autre version de têtu. Votre rêve de bonheur, c'est peut-être un peu long, vous nous reparlerez quand vous viendrez pour votre prochain livre. Rêve de bonheur. Oui. Ah si, non, moi, le bonheur, je sais pas, en Bretagne, sur un petit voilier, ça va faire un moment comme ça. Regardez la mer. Regardez la mer, voilà. Mais même être dessus, c'est encore mieux. Enfin, on la voit de tous les côtés, c'est terrible. Si quelqu'un a un bateau là, ça peut nous arranger la prochaine venue pour le prochain livre. À part vous-même, qui voudriez-vous être? J'ai presque fini. Moi, j'aurais voulu être un chanteur de rock, comme ça. Oh, j'adore votre réponse, c'est bien, ça m'arrange. Non, mais je vais être sérieuse. Allez, la couleur que vous préférez? J'aime beaucoup le vert. Votre auteur favori en prose? Mon auteur favori en prose, c'est difficile. Vous n'avez pas passé, vous pouvez passer. Parce que ici, c'est pas comme dans votre bureau. Ici, on peut ne pas répondre. Non, mais il y en a tellement. Je drôle la question. Alors, le poète. Là, je connais la réponse. Le poète, oui, j'aime beaucoup Byron. Ouais. Et en musique, ce que vous avez dit. En musique, j'aime beaucoup Dylan, Lou Reed, Bachung, Marianne Ferry, je sais pas, il y en a plein. Est-ce que vous pouvez jouer 4 vers sans partition sur un de vos chanteurs préférés? Mais comme jouer sur quoi? Sur, vous verrez, sur une guitare par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Sans partition. Okay. Ouais. Bon, on a presque fini. Bon, vos héroïnes préférées dans la vie réelle? Mes héroïnes dans la vie réelle? Marie Drucker a fait une excellente interview de vous. Il faudrait que je réponde Marie Drucker. Non, mais je vais en sauter puisque vous regardez à toutes. Voilà. Ouais, dans la vie réelle. Bon, disons qu'elle existe. Quand vous avez répondu à toutes, j'en saute de moi-même, c'est pour ça. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Le don de la nature que j'aimerais avoir? L'ubiquité, j'aimerais être à deux endroits à la fois. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence, monsieur le juge? Oh, toutes les fautes de jeunesse. C'est la jeunesse qui m'inspire le plus d'indulgence. État présent de votre esprit? Oh, ça va. Voilà, ça va bien, je suis content. Eh ben, si ça va bien, on va faire un petit essai, et ce sera la fin de la rencontre. Alors, on m'avait dit, et c'est pour ça que j'essaye d'amener ma marque assez grossièrement et comme je peux, on m'a dit que Marc joue assez bien de la guitare. Alors, de mes questions un peu, voilà. Et puis, on s'est aussi arrangé pour qu'il y ait une guitare à peu près accordée, je crois. Alors, je ne vous laisse pas tellement le choix, mais si vous trouvez que la guitare n'est pas assez accordée à votre goût, vous n'êtes pas obligé de nous faire ce cadeau-là. Mais c'est un cadeau de Noël. Ok. Moi, je vais essayer. Je vais vous dire comment cela va se passer concrètement après, pendant qu'on déballe la guitare. Pour la dédicace, Marthe-Evelyque sera installée là. Donc, il y a les 3 livres en grand format et un livre en poche. Pour régler les livres, vous sortez comme d'habitude, vous payez à la caisse de l'espace culturel en bas au rez-de-chaussée. Et nous avons aussi, je crois, parce que là vous êtes tellement nombreux que je ne vois plus s'il y en a, mais je crois qu'il y a un petit verre de l'amitié, ce qui vous fera aussi patienter. La dédicace au début c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de monde et on a l'impression qu'on va passer 3 heures, mais en réalité ça va assez vite. Et c'est l'avantage aussi du petit vin de l'amitié, on peut aussi discuter entre nous en attendant que ce soit votre tour. Donc ne vous sentez pas, ne vous sentez pas obligé ni de rester debout ni de partir parce que vous avez trop peur du monde. C'est bon? Est-ce qu'elle marche? Ça a l'air? On va essayer à cappella, vous me dites si vous n'entendez pas du tout au fond, parce qu'avec le micro, je ne sais pas trop où le mettre, ça va être compliqué, et puis ton fond. Et vous me direz, parce que je ne connais rien à la chanson française, pour que je sache ce que j'écoute, quel morceau il joue.
j'en vois qui rigolent. Oh, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je suis désespéré. Oh, Gabi, Gabi, oh, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs. Ça, c'est clair. Alors, ça, ça va les coups, ça va quoi, c'est ça que je suis, ça va les coups. Voilà, déjà. Quand j'y clap dehors, j'aurais pas dû ouvrir à la routine de nuit. La mer sud m'a vu venir, avait mis un kilt. Y a dû y avoir une fuite. Oh, mais la tige de l'amour. Mes circuits sont pétés. Puis qu'il y a un truc qui fait masse. On peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Allez, si vous la connaissez, Tu chopes des souhaits à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les pointillés. Et il suffit que rien ne chasse. Que ton dit reste sourd au cri du marchand de glace. allez, la dernière, il faut chanter du coup à la fin. Hein. C'est à toute fois, parce que moi j'ai pas bien. And they used to see when all the while. If you don't go by now. And they used to see and wonder why. If you never do somehow. Still I say you never did wrong. Could have done better. You're the reason why I'm traveling on. Just don't think twice, it's alright. And the using turning on your light. That light I never know. And the using turning on your light. I'm on the dark side of the road. I didn't say you treated me unkind. Could have done better, but I don't mind. You're just losing my precious time.
nice, so nice. J'ai pas peur des tirs, j'ai des paroles de qui roulent en ferry à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un vieil mari, un vieil jaloux, un joujou extra, qui fait craquer au but, les filles encore dans les joues. Chip, 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 chibiloua. Chip, 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 chibiloua. C'est plus les paroles. Sa prochaine saison culturelle. Allez, maintenant vous allez travailler. Merci mille fois vous tous pour votre présence. Merci infiniment Marc Trévidic d'avoir